webinaire encore plus fluide. Et les micros, s'il vous plaît, encore une fois, pour que ça soit plus. Voilà, merci. Merci à tout le monde d'avoir fermé vos micros et vos caméras dans la mesure du possible. Oui, alors Benoît Thierry, moi je suis de la région Occitanie, hein, service déchets économie circulaire. Et très rapidement, donc vous dire que ça fait maintenant 1 an qu'on collabore avec le réseau VRAC et Réemploi, enfin qui était le réseau VRAC et qui est maintenant le réseau VRAC et Réemploi autour d'une animation régionale et que l'on a conjointement souhaité reconduire cette animation pour 2024 avec donc du coup l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire qui sont inclus au sein de la communauté Cyclope. Comme vous voyez en bas, pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté, je vais revenir dessus. C'est en fait les acteurs de l'économie circulaire en Occitanie qui sont regroupés pour conduire des actions collectivement autour de la promotion et le développement de l'économie circulaire. Et bien évidemment, un partenaire privilégié avec lequel on travaille, qui est l'ADEME Occitanie. Alors, je vous reparle rapidement de Cyclope parce que nous avons la chance d'avoir, en plus de cette communauté et de ces interactions et de ces événements, notamment le Forum économie circulaire, une plateforme numérique que vous voyez ici qui est cyclope.org et qui abrite donc du coup tout plein de ressources, des replays justement, c'est là-dessus qu'on mettra le replay du webinaire d'aujourd'hui, des contacts, des retours d'expérience, un partage d'agenda, voilà. Et il y a des communautés dédiées spécifiquement à certains sujets, dont celui du développement du vrac, qu'on va rebaptiser développer le vrac et le réemploi en Occitanie, je pense très prochainement, et sur lequel donc vous allez trouver plus spécifiquement des informations, retours d'expérience, replay sur le sujet du jour. Voilà. Sur la slide suivante, très rapidement, je vais économiser le temps. Marie, si tu veux bien basculer sur la suivante. Juste une petite info complémentaire, voilà, que je voulais vous évoquer, puisqu'on a beaucoup de demandes justement sur la montée en compétences et des formations que pourrait apporter la région. Donc, il y a un support qui s'appelle Realis, hein, qui met en place des réunions présentielles, ça a coupé, pour les acteurs qui sont abrités dans les locaux à la fois de Realis sur Montpellier et Cité Plus sur Toulouse, mais proposent également des formations en distanciel qui sont ouvertes à tous, dont celle-ci. Alors c'est un peu petit, vous ne voyez pas forcément, mais une formation qui portait sur les leviers du web marketing. Alors c'est le 12 mars, c'est passé, je suis désolé, je vous l'ai mis quand même. Et puis un prochainement sur les financements participatifs. Vous trouverez sur le lien que je vous ai mis en bas justement l'offre de formation qui va continuer à s'étoffer dans le futur. Et notamment, si vous avez des idées de formation collective qui pourraient rentrer dans ce programme-là, nous, on se fera le relais auprès de nos collègues pour essayer de voir si c'est possible de le rentrer dans la programmation. Mais en tous les cas, je pense que pour les acteurs du vrac, on a bien vu que c'était un sujet qui les importait, la montée en compétences et la formation. Donc, il y a cet outil avec Realis qui peut apporter au moins une partie de la réponse. Et je crois que c'est tout pour moi. On se retrouve tout à l'heure. Je te redonne la main, Marie. Super, merci, merci beaucoup Benoît. Je voulais donc rapidement me présenter. Moi, je suis Marie Dalloni, chargée de développement et promotion au sein de l'association. Et Réseau Vrac et Réemploi, on est en fait l'unique réseau national des entreprises de la consommation vrac et du réemploi des emballages. Au sommaire de ce webinaire, je vais brièvement avoir quelques mots sur la réglementation, notamment sur le secteur de la restauration collective, pour ensuite laisser la main donc, au département de l'Hérault pour un témoignage. Et puis ensuite, on aura un petit temps d'échange à la suite de chaque intervention pour ensuite avoir une intervention de Now, opérateur de réemploi, apporteur de solutions. Et puis enfin, Eternity System sur la partie lavage. On finira ce webinaire sur un petit temps d'échange et vous donner les futurs rendez-vous 2024. Alors, sur la réglementation dans le domaine de la restauration collective, ce que je voulais rapidement faire un tout petit cadrage. Quand on parle de restauration collective, on parle à la fois de tout ce qui va être service de restauration scolaire, donc crèche, maternelle, primaire, etc. On parle également de la restauration médico-sociale, donc tous les services de restauration dans les hôpitaux, les maisons de retraite notamment, dans la restauration d'entreprise également, et enfin dans les autres espaces de restauration, donc par exemple l'armée ou encore la prison.
On a du côté du réemploi des emballages très rapidement un cadre législatif national qui est favorable à son développement, puisqu'on a 2 lois qui fixent et donnent des objectifs nationaux de réduction, notamment du plastique à usage unique d'ici fin 2025, avec des obligations pour les metteurs en marché de mettre sur le marché des emballages réemployables pour une fin de la commercialisation, de la mise en marché du plastique à usage unique à horizon 2040. On a plus spécifiquement pour les collectivités et les territoires certaines obligations qui vous concernent, notamment depuis 2021, puisque dans vos commerces, désormais, il est possible pour le consommateur d'amener son propre contenant réemployable dans un commerce de vente au détail. Le consommateur, pour la première fois, en fait, est responsable aujourd'hui de l'hygiène et de l'aptitude au contact alimentaire de son contenant. Depuis 2022, il n'est plus possible, en fait, l'État ne peut plus acheter de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise. Et depuis également le 1er janvier 2022, c'est ce qui vous concerne plus spécifiquement, vous êtes donc dans l'obligation d'utiliser des contenants réemployables pour le circuit de portage de repas à domicile. Ce sont dans les 3 tirés que je viens de vous citer, des obligations qui sont inscrites dans la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Depuis le 1er janvier 2023, très brièvement, il est interdit, vous l'avez sûrement vu, d'utiliser de la vaisselle jetable pour les services de restauration sur place, à partir de 20 places assises. Et puis on a très récemment eu un décret d'application, donc je voulais simplement vous le signaler. On pourra vous le transmettre par la suite dans un document annexe, puisque la loi AGEC a été complétée par un décret relatif à l'obligation d'acquisition de réemploi pour certains biens. Donc là, on parle du réemploi au sens large, mais il y en a un petit peu qui concernent l'emballage, dans la commande publique notamment. Donc c'est un décret qui sera en application à compter du 1er juillet de cette année. Et enfin, dernière chose, je voulais vous communiquer le fait qu'au 1er janvier 2025, donc l'année prochaine, il sera interdit d'utiliser des contenants en plastique pour tout ce qui va être cuisson. On y reviendra avec les interventions réchauffe et service de plats dans le domaine donc de la restauration collective. Et donc là, c'est une autre loi, c'est la loi Egalim qui vient compléter les objectifs nationaux de réduction du plastique à usage unique. Voilà, je parlerai sûrement de ça à la fin du webinaire. Pour pas perdre de temps, je vous propose d'écouter le premier témoignage donc, de Madame Nassima Souissi, qui est responsable de la restauration dans le département de l'Hérault. Ah, alors, Nassima, vous avez votre micro coupé. Oui, pardon, excusez-moi. Bonjour, merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nassima Souissi, je suis la directrice du service restauration du département de l'Hérault. Et je vous présente Jean-Christophe Insalako, bonjour, qui est responsable de production dans un de nos UPC. Alors Marie, si tu veux bien passer la slide suivante. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est effectivement de parler de la focus remplacement des barquettes plastiques en restauration collective en vous présentant 4 pans de notre activité. Tout d'abord, un contexte de territoire, la politique publique de restauration volontariste du département de l'Hérault, les différentes étapes du projet qui nous ont amenés à sélectionner un matériau plutôt qu'un autre par rapport au remplacement du plastique, et enfin le calendrier du projet. Donc, dans le contexte de notre territoire, pour vous décrire assez rapidement la prestation restauration collective, donc le département de l'Hérault a pour une de ses compétences la production et la restauration collective des collèges du département, des collèges publics du département, avec une population d'environ 1,2 million d'habitants, 81 collèges publics et plus de 57 000 collégiens en 2023. Donc, on identifie ainsi la prestation restauration collective à travers 2 types de collèges. Des collèges dits autonomes qui produisent eux-mêmes dans l'enceinte du collège les repas en liaison chaude, et des collèges dits satellites qui, eux, produisent de manière décalée en liaison froide à travers 5 unités de production réparties sur le territoire. Donc la carte vous
ont décrit l'implantation au niveau du territoire. Slide suivante. Donc, une politique de restauration volontariste axée sur une orientation haute qualité alimentaire. Donc, toutes nos cuisines tous nos restaurants satellites sont labellisés EcoCert 2, c'est-à-dire garantissent un taux de plus de 40% de produits issus de l'agriculture biologique et de plus de 30%, en tout cas pour l'année 2023, de produits issus locaux et d'agriculture raisonnée. Donc, une politique HQA qualitative, haute qualité alimentaire. 100% de nos viandes sont labellisées, 80% des légumes et fruits et 70% de nos produits laitiers. Donc, nous avons engagé depuis 5 ans en partenariat avec l'ADEME une lutte contre le gaspillage alimentaire, et ce qui nous amène à orienter notre offre alimentaire de manière à ce que le gaspillage alimentaire en soit limité. Donc, une problématique a persisté en 2022 et ça a été un constat avéré et établi, 28 tonnes de plastique par an utilisées dans le cadre de la restauration collective harmonisée en UPC, c'est-à-dire que tous nos UPC utilisaient le contenant plastique pour livrer les repas dans les collèges satellites, soit plus de 28 tonnes par an. Donc, il a été proposé un projet dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'ADEME en 2022, la mise en place de contenants réutilisables à base d'inox. Donc, slide suivante. Donc, tout d'abord, en mars 2022, le dépôt d'appel à projet a suscité l'intérêt de l'ADEME et en l'occurrence, nous avons pu bénéficier. Alors, une petite erreur dans le budget prévisionnel, c'est donc sur un budget prévisionnel de plus d'1,3 million d'euros, l'ADEME nous a soutenu à hauteur de 123 000 euros de subvention. Donc, en juillet 2022. Donc, nous obtenons cette subvention, ce qui nous a permis d'étaler notre projet sur 3 ans pour pouvoir arriver en janvier 2025 à la suppression du plastique. Donc, une grande période de parangonnage nous a permis d'échanger avec les collectivités telles que le département de Seine-Saint-Denis, qui est lui-même organisé de la même manière que notre département, ou la ville de Paris, qui avait déjà engagé une politique de retrait de l'intégralité du plastique et pas simplement des contenants plastiques de transport dans leur chaîne de production, ou encore la ville de Millau, plus près de nos territoires, qui, elle, sur une petite production de 2000 couverts, a su intégrer le contenant inox dans sa chaîne de production, et la ville d'Avignon qui, elle, dans sa conception un peu plus productive, s'est engagée avec un partenariat public-privé dans le cadre du remplacement des barquettes plastiques sur du bac inox, mais avec un partenariat du nettoyage du bac inox au sein même de sa zone de production. Donc, le parangonnage nous a permis effectivement d'identifier les axes de travail qu'il allait falloir mener, nous, en interne, pour pouvoir apporter une solution aux politiques. Et donc, nous avons ainsi eu un calendrier qui s'est, au fil de l'eau, construit. Nous n'avions pas identifié à l'origine les champs d'activité, mais effectivement, de mars à septembre, je vous le reprends dans la slide, il a été question de cadrer le projet, d'effectuer effectivement la demande de subvention, le parangonnage auprès des établissements et des collectivités qui s'étaient déjà engagés dans la démarche. Dans un second temps, l'appel, donc en septembre 2022, l'appel au volontariat des collèges. Donc, il a été question pour les collèges qui le souhaitaient d'intégrer la démarche de l'inox et dans ce cadre-là, de rentrer dans une démarche RH équivalent et moyens constants. Donc, pas de personnel supplémentaire et pas de moyens supplémentaires pour le déploiement des bacs inox, en l'occurrence au sein des collèges qui seraient donc volontaires. Ce qui nous a permis, fin 2022, d'intégrer 2 collèges dans la démarche. Ce qui nous a un peu aussi amené dans cette direction, c'est l'ouverture d'un nouveau collège en septembre 2022, le collège Port-Marianne, qui, lui, bâtiment HQE,
a souhaité l'être jusqu'au bout de sa construction et donc ne plus intégrer le plastique dans son process de livraison. Et de ce fait, nous avons dû nous mettre en ordre de marche pour qu'en septembre 2022, nous puissions valider à la fois le volet hygiène et sécurité alimentaire de nos process de production, dans un UPC en l'occurrence, c'était l'UPC de Fabrec qui était l'UPC rattaché au collège Port-Marianne, mais également de nous permettre, nous en interne, de garantir que nos produits et nos contenants seraient jusqu'au bout de la chaîne sains pour, dans un premier temps, un seul collège. Donc, de septembre 2022 à août 2023, une année scolaire pleine nous a permis d'effectuer un certain nombre de valider un certain nombre d'écueils, de problématiques au sein de notre activité. L'un des premiers écueils consistait à lever le souci du lavage de ces bacs inox dans nos collèges. Effectivement, nous avions deux scénarios envisageables. Comme la collectivité de la ville d'Avignon l'avait validé, celle d'externaliser le lavage, comme celle de la ville de Paris, ou alors celle de la ville de Saint-Denis ou de la ville de Paris, celle d'internaliser le nettoyage. L'une ou l'autre des solutions n'avait pas les mêmes conséquences, tant au niveau budgétaire qu'au niveau RH, et encore même au niveau des investissements et du programme pluriannuel d'investissement. Donc, on a lancé en décembre 2022 une assistance à maîtrise d'ouvrage, une étude sur le lavage des bacs inox internes, externes, les conséquences, les avantages et les inconvénients de ces solutions-là. Au bout d'une année de pratique, sur 5 de nos UPC, 3 seuls ont été identifiés comme étant capables d'intégrer les bacs inox dans le process classique de production. Les 3 autres ne pouvaient pas le faire, contraints par des surfaces ou des outils trop complexes à changer. Et puis, bien évidemment, de septembre 2023 à septembre 2024, la phase 2 du projet va nous permettre, on y est encore, va nous permettre de modéliser les process de fabrication et de traçabilité en UPC, de livrer des guides de bonnes pratiques en cuisine pour les collèges qui seront, en l'occurrence, en 100% contenants réutilisables en septembre 2024, donc en janvier 2025, et d'investir les travaux sur le 2e UPC en capacité d'intégrer le process inox. Donc, autant vous dire que c'est un calendrier qui s'étale sur 3 ans et qui s'est ajusté au fil de l'eau en fonction des contraintes, en fonction de la capacité des UPC ou pas d'intégrer le process inox dans son organisation de production et des équipes à accompagner au fur et à mesure du projet sur tel et tel point. Donc, une problématique est levée, on la valide au niveau des COTEC et on la présente au niveau des COPIL pour arbitrage et validation si il est nécessaire d'investir un budget sur le sujet. Donc, la principale difficulté, je l'ai souligné dès l'introduction, consistait au nettoyage et au lavage de ces bacs. Effectivement, sur une organisation classique de nettoyage, lorsqu'on livrait en barquette, les barquettes étaient rincées, simplement rincées, dérochées, et nous étaient renvoyées pour un recyclage auprès du prestataire. Le gros changement, même si, en l'occurrence, le changement ne l'est pas vraiment, puisque c'est, on va dire, un retour en arrière. Auparavant, avant d'être UPC, les collèges produisaient déjà en bac inox, donc nettoyaient déjà et sont déjà, au niveau de l'enceinte du collège, outillés pour le faire, en tout cas en termes d'espace, même si entre l'avant UPC et l'après UPC, on a de ci, de là aménagé les collèges de telle sorte à ce qu'on récupère des surfaces pour d'autres choses que la restauration. Il n'en reste pas moins que les bâtiments sont ce qu'ils sont et peuvent être adaptables en tout cas. Donc le gros souci, ça a été le nettoyage de ces bacs. Et il a effectivement fallu accompagner les équipes et l'organisation du département a été celle-ci, c'est d'affecter une brigade composée du chef de service ou du responsable de production de l'UPC, du responsable du bâtiment chargé d'opération au niveau des bâtiments,
Et enfin, du responsable de cuisine au niveau des collèges qui va accueillir cette équipe pour pouvoir échanger sur les possibilités d'intégrer l'inox ou pas, les adaptations de surface ou pas au niveau des collèges, afin que le service bâtiment qui lui est dédié sur l'aménagement des bâtiments des collèges organise les travaux nécessaires à ce que le process inox le soit au niveau des collèges. Donc, peut-être 2 mots sur les contraintes au niveau du nettoyage qu'il a fallu lever, très simplement par rapport aux photos. Par exemple, on vous a présenté un gratin d'épinards dans la première photo. Le gratin d'épinards consommé, est très bien consommé d'ailleurs. Il n'en reste pas moins des bacs inox sales où on a une incrustation tout de même du gratin. Donc, comment s'organise le nettoyage au sein du collège? La problématique qui avait été rencontrée, c'était que sur le bac plastique, on avait une évacuation qui était relativement rapide. Donc, pour éviter tout changement, tout grand changement, on a juste procédé on a équipé chaque collège d'un bac de trempage pour qu'ils puissent faire tremper ces bacs avec un produit adapté. En les faisant tremper une dizaine de minutes, dérochage et lavage. Ce qui implique que sur notre production globale, on a estimé les gratins et tous ces bacs à 7% de notre production, approximativement, tout en sachant que tout le reste, juste un simple dérochage suffisait amplement pour être nettoyé, tout en sachant que c'est en retour sur UPC, nous les désinfectons une deuxième fois. Peut-être la slide suivante, Marie, vous permettrait de visualiser le process de nettoyage. Voilà, parfait, merci. Donc, il y a eu, tout d'abord, on a identifié une meilleure qualité au service. Donc, déjà, avant le trempage, il y avait le service. Donc, il y a l'accompagnement de la zone de propre jusqu'à la zone de sale. Après, un trempage sur uniquement 7% de la production, dérochage et récurage. Lavage et rinçage en convoyeur. Alors, la problématique qui était rencontrée, c'était que les bacs ressortaient un petit peu humides. Donc, on a mis en place un système de retour pour retourner pour qu'ils puissent s'égoutter et arriver sur l'UPC plutôt sec. Donc, on a identifié, on a préféré retourner les bacs dans les contenants dans lesquels ils étaient reçus pour éviter plus de matériel à acheter déjà et des difficultés en logistique. Oui, et pour... Ah, attends, bon, c'est pas grave. Oui, simplement pour compléter, la grosse des problématiques est effectivement l'identification du temps de travail dédié au nettoyage au niveau des bacs inox. Donc, l'équipe composée du trinôme UPC, bâtiment et RH au niveau des collèges a identifié que pour pour un gain de temps dans leur emploi du temps aux agents sur les collèges, tout d'abord, on est parti pour essayer de modifier le moins possible leur façon de travailler, pour qu'il y ait le moins de changements, qu'il y ait moins de panique. Et donc, en retournant les bacs inox dans les mêmes contenants, ça leur simplifiait beaucoup la vie. Donc, du coup, on a essayé de modifier le moins possible. Et pour nous, pour le transport dans les camions, ce qui permettait en fait d'adapter, puisqu'on est sur une transition entre plastique et inox, on restait dans la même façon de retour sur les collèges, de retour sur l'UPC pour le lavage et rinçage en convoyeur, puisque nous sommes obligés aussi de désinfecter au retour des collèges. Alors, concernant les collèges, mon collègue vous l'a expliqué, concernant les UPC, sachez néanmoins qu'on a identifié que pour chaque UPC qui rentrerait dans la démarche, un agent supplémentaire serait affecté au nettoyage des bacs inox, compte tenu du fait que chaque bac qui aurait effectué le trajet retour, quand bien même il aurait été nettoyé au niveau des collèges, était considéré comme sale, donc devait rentrer dans une phase de nettoyage, lavage, désinfection au niveau de l'UPC pour ensuite être réutilisé. Donc, slide suivante. Pour conclure, donc,
En guise de conclusion, 3 éléments. Donc, effectivement, le passage du plastique, vous l'avez dans la première photo, au bac inox est une réponse réglementaire à la loi EGalim et à la loi AGEC que vous a présenté Marie en introduction. Ça nous permet effectivement d'accélérer la transition énergétique et écologique. Ça nous a permis, grâce à l'accélération de la transition écologique et énergétique, l'ouverture du collège Port-Marianne 100% sans plastique ou zéro plastique. Et bien évidemment, et ça n'est pas un avantage qui est à négliger, d'améliorer la qualité des prestations gustatives. Un gratin en inox rend beaucoup mieux qu'un gratin en barquette plastique, car le plastique ne monte pas sur des températures 160, 180 degrés. Ça, tous les cuisiniers ne reviendront pas dessus. Le poids est aussi une des difficultés qu'il a fallu lever en outillant nos collèges d'échelle, comme je vous l'ai mis en 3e photo. Donc, on passe de 60 grammes le poids d'une barquette à plus d'1,2 kg le poids d'un bac inox avec le couvercle. Donc, on outille nos équipes de socle rouleur et d'échelle à socle rouleur. Il est certes moins, on utilise beaucoup plus de surface et on optimise moins l'utilisation des gécelles, mais la problématique du poids est comme ça réglée. Donc, le verre et l'inox sont les seuls matériaux qui garantissent la pratique des pratiques respectant à la fois les contraintes sanitaires et environnementales. Et le département s'est orienté sur le choix de l'inox. Et je crois que j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience très clair. Je regarde dans le chat, donc on n'a pas de questions. Peut-être que certains souhaitent réagir ou ont des questions peut-être à poser oralement. Oui, j'avais une question, moi. Oui, alors si J'aimerais possible, que vous... présenter rapidement. GESIM, Société Évidence, centrale de lavage dans tout contenant alimentaire sur Toulouse. J'aimerais savoir, parce que vous avez évoqué le sujet, mais vous n'avez pas rentré dans le détail, savoir si c'était mieux d'internaliser ou d'externaliser du coup. Qu'est-ce qui était le mieux sur plusieurs années? En tout cas, développer ce sujet. Alors, compte tenu de notre organisation et effectivement du fait que nos collèges étaient préalablement des collèges autonomes, avant d'être UPC, les collèges produisaient eux-mêmes leurs repas et disposaient d'espace suffisant pour nettoyer les bacs, il a été plus, on va dire, serein pour l'organisation à la fois du pôle PPH et de la DRS d'internaliser le nettoyage et d'optimiser ainsi les surfaces à la fois au niveau des collèges et au niveau des UPC, compte tenu de la possibilité de certains UPC à intégrer l'inox, de faire en sorte que le nettoyage soit interne à nos process. C'est-à-dire, tout comme l'était le bac plastique, les bacs inox sont nettoyés et renvoyés dans les UPC, où ils sont désinfectés de nouveau pour une utilisation en cuisine centrale. D'accord, je vous remercie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, totalement, merci. Voilà. Donc, effectivement, l'étude qu'on a menée en début de projet inox nous a permis d'identifier effectivement les avantages et les inconvénients d'internaliser ou d'externaliser. Et le gros avantage, c'est qu'effectivement, tous les collèges étaient dotés de surfaces suffisantes pour pouvoir dérocher et nettoyer les bacs. Alors, effectivement, comme vous l'a expliqué mon collègue, et vous l'avez vu dans la slide où on avait un peu les process de nettoyage désinfection, il faut, il n'y a pas... On ne décrit pas simplement l'organisation du travail des gens en disant il faut faire effectivement, il faut accompagner les équipes à changer de manière de travailler, accompagner les équipes à réoptimiser un peu les temps de travail. La barquette qui était au préalable dérochée et renvoyée, là effectivement c'est un bac inox qui est certes pour certains gratiné, etc., puisqu'on est censé effectivement gratiner dans les bacs inox beaucoup mieux que ce qu'on faisait dans les barquettes plastiques, accompagner ces temps-là de telle sorte à ce qu'on réintègre ces temps de nettoyage dans les tâches des agents de cuisine dans les collèges. D'accord, merci. Oui. Alors, on va prendre une deuxième question. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonjour Michel Corrège, Sicoval. Quelle a été la modification au sujet de la logistique sur le transport des bacs inox? Alors, sur le transport des bacs inox, on avait 2 solutions à la base.
la première solution, c'était de ne pas changer nous. En fait, sur le départ, sur les UPC en plastique, on partait sur des cagettes plastiques sur Rolls où on y entreposait 4 barquettes plastiques par cagette. Et on avait essayé une deuxième solution sur échelle. Donc, on livrait directement sur échelle de transport en inox. Et en fait, pour une question de poids et surtout de quantité d'inox rentré par camion, on a préféré, nous, sur Fabreg, on a préféré rester sur le contenant des cagettes livrées en cagettes pour déjà, pour éviter le changement, parce que les agents, les agents sur les collèges, trop de changements commencent à leur faire peur. Donc, du coup, on a privilégié de ne pas changer l'arrivée sur les collèges. Et d'une et de deux, on optimise plus la quantité livrée par camion. Donc, du coup, c'était plus simple pour nous. Alors, sachant que si je peux me permettre, effectivement, on a eu une logistique supplémentaire à gérer, c'est le retour des bacs. Chose qu'on n'avait pas avec les barquettes, puisque les barquettes étaient empilées, même nettoyées, pour peu que certains collèges ne nous rendaient pas les barquettes et les décharger directement dans les ordures classiques. Donc, pour les barquettes qui nous étaient retournées, c'était empilé. Les surfaces, ça représentait une partie moindre du camion. Là, effectivement, les bacs inox nous sont retournés. Pour l'UPC de Fabreg, qui est le plus avancé dans le projet, l'UPC de Fabreg est à 30% de sa production en bac inox. Sur un effectif global de 5000 repas jour produits, 30%, c'est à peu près 1005 repas. Donc, 1005 repas sur 2 camions qui partent le matin, on a un camion qui peut être identifié en 100% inox. Alors qu'auparavant, 2 camions nous livraient 5000 repas. Aujourd'hui, on a un camion qui nous livre 1005 en inox. Un camion de 7 tonnes 5, un camion poids lourd. D'accord, donc vous êtes équipé sur des haillons, un camion haillon, et vous avez été obligé de rajouter, je veux dire, un camion supplémentaire pour pouvoir faire le service en inox. Alors, pour pouvoir faire du 100% inox, oui, effectivement, la logistique va être contrainte de se réorganiser. Soit rajouter un camion, soit réorganiser les tournées le matin, l'après-midi. Voilà, aujourd'hui, on est sur une organisation le matin, 2 tournées le matin. C'est ça ? En fait, on a 3 camions. Sur Fabreg, on a 3 camions qui partent. 3 camions qui partent pour chacun, 5 collèges à peu près chacun. Là, avec l'inox, on sort 4 jours semaine. Et avec l'inox, on va sortir 5 jours semaine, je pense, puisqu'on aura une journée dédiée au retour. Voilà. D'accord. On n'envisage pas forcément. Pardon ? Je vous remercie, excusez-moi. Je vous en prie. Merci bien. Je vais prendre les questions dans le chat. Éventuellement, si donc Lucie, vous souhaitez poser votre question oralement. S'il vous plaît, des réponses courtes. On se donne encore 4 minutes maxi pour respecter le timing. Merci. Bonjour, oui. Je me demandais juste en termes de conservation, si ça avait eu des impacts aussi, le fait de passer en bac inox versus le plastique sur les DLC qui sont peut-être plus faciles à gérer en sous-vide. Alors, réponse très courte. Toutes nos productions suivent le PMS, le plan de maîtrise sanitaire, et toutes nos process de production nous ont permis, grâce à l'inox, de les rechecker par des tests microbiaux. Donc, toutes nos familles de production sautées, etc., passent à l'inox à J+5 comme il l'était au plastique. Le simple fait de changer de contenant, c'est-à-dire de les cuire directement dans les bacs inox, n'ont pas diminué la DLC. Après, vous avez effectivement des familles de DLC du type gratin, à crème, etc. Celle-ci reste à J+3, mais comme elle l'était d'ailleurs par ailleurs sur le plastique. Donc, ça n'a rien modifié. Mais ça nous a permis de remettre à jour nos fiches recettes et nos familles de produits au niveau des DLC, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on a fait toute une campagne d'études microbio, pardon, j'en perds les mots. D'études microbio sur ces familles-là, inox, pour nous faire valider par la DPPP notre process cuisson bac inox et livraison bac inox. Ça a été une étape importante, une étape très longue, qui d'ailleurs a duré un certain nombre de mois pour l'UPC de Fabreg et pour chacun des autres UPC.
Je vais donc laisser la dernière question à Anne-Claire pour si vous souhaitez prendre la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai compris que vous avez donc les collèges se sont dotés de bacs de trempage. Et est-ce qu'il y a eu d'autres investissements en équipement requis, notamment dans les collèges, ou est-ce qu'ils utilisent leur lave-vaisselle existant pour laver les bacs? Et est-ce que dans la cuisine centrale, il y a eu donc un tunnel de lavage? Enfin, quels investissements supplémentaires ont été requis en termes d'équipement? Alors, on va commencer par les UPC. Un de nos UPC, l'UPC de Puy-Serguier, qui livre 6 000 repas sur le bassin du terroir, s'est doté, alors a investi des travaux à hauteur de 200 000 € pour augmenter ses surfaces de stockage et de production au niveau de l'inox. Donc, on a investi les travaux l'été dernier sur 2 mois, juillet, août, et on a augmenté les surfaces de production. Sur ces surfaces de production, ce qui nous a permis de réaménager un peu les espaces et d'implanter un tunnel de lavage dédié au bac inox. Un tunnel de nettoyage et de lavage dédié au bac inox. Je n'ai plus en tête les montants, mais c'est un investissement conséquent. Ça, c'est l'UPC de Puy-Serguier. Au niveau des collèges, la plupart des collèges qui sont rentrés dans la phase de volontariat, c'est-à-dire septembre 2022, septembre 2023, ils sont au nombre de 9, n'ont pas eu on a dit, RH constant et budget constant, donc pas d'investissement supplémentaire. Ils avaient de quoi nettoyer les bacs inox en interne. Par contre, pour ceux qui rentrent dans la phase 2 des bacs inox, ceux de l'année 2023-2024, on s'est engagé à investir, pour ceux qui n'étaient pas dotés de bac de trempage, un bac de trempage pour nettoyer, pour ceux qui n'étaient pas dotés de surface adéquate pour nettoyer les espaces, faire les travaux, etc. Donc, on n'a pas encore chiffré le montant des investissements sur les travaux, mais effectivement, c'est un montant d'investissement qui rentrait dans notre projet inox et qui rentrait dans les 1,3 million d'euros. Et puis, pas de nouveau matériel, donc tunnel de lavage déjà en place, sauf pour Port-Marianne, où on a voulu investir sur un granule disque pour justement tester la pertinence de l'utilisation du granule disque vis-à-vis des bacs inox. Mais c'est parce que c'était un nouveau collège et qu'on voulait comparer le nettoyage des bacs via granule disque dans les collèges et via le tunnel classique dans les collèges. Mais il s'est avéré qu'après 1 an de fonctionnement, les tunnels suffisent à nettoyer nos bacs inox. Super. Ai-je répondu à votre question? C'est bon? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre témoignage. On vous transmettra voilà, éventuellement d'autres questions si on a par la suite. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon échange. Au revoir. Oui. Je vous propose qu'on passe maintenant au deuxième témoignage donc du webinaire avec donc Laurence, cofondatrice de Now. Est-ce que Laurence, tu souhaites partager? Bonjour, oui. Non, je te les laisse faire. Je vous laisse faire. Écoutez, bonjour à tous. Je suis Laurence Père, la cofondatrice de Nao. Nao est une société créée en 2019, une société de l'économie sociale et solidaire qui s'est donnée pour mission d'accompagner la transition vers le réemploi des emballages alimentaires en restauration collective et en grande distribution. Marie, est-ce que tu peux passer à la slide d'après? On est en effet convaincus qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire du réemploi et qu'il faut construire des outils qui permettent à chacun de nos prospects, à chacun des cas d'usage qui font appel à nous pour passer au réemploi, de prendre ce dont ils ont besoin, les briques qu'ils ont besoin pour construire une solution sur mesure. Donc, on a pris le parti de travailler sur l'aspect traçabilité et technologique du réemploi qui sert un parcours usager le plus simple possible. Donc, on a
On a aujourd'hui plus de 50 comptes qui travaillent avec nous en France, des dizaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent nos solutions de réemploi d'emballage naturel alimentaire et déjà plus d'1 million de déchets évités. On est convaincu que ce réemploi doit s'appuyer donc sur un outil qui est la consigne, qui permet de redonner une valeur à l'emballage. Et c'est pour ça qu'on a orienté cette entreprise sur l'aspect technologique de la consigne que je vais vous expliquer. Est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? On a pu monter une offre qui est labellisée Origine France Garantie. Nous sommes nous-mêmes une entreprise ESUS. Nous sommes très investis dans le réseau VRAC et Réemploi pour montrer que des solutions existent, autant en restauration collective qu'en restauration commerciale, qu'en événementiel. Et on est en partenariat avec Croix-Rouge Insertion en Île-de-France, qui est le bras opérationnel des boucles de réemploi que l'on met en place. Donc très concrètement, on va aller s'attaquer aux usages dans la vente à emporter, qu'elle soit faite en hôpital, en entreprise, en administration, en scolaire, pour remplacer les emballages jetables, qu'ils soient plastiques ou bambou ou ce que vous voulez comme matériaux. Et on va remplacer ces emballages-là par des boucles de réemploi s'appuyant majoritairement sur du verre, sur de l'inox ou sur du plastique réemployable. Depuis 3 ans, on est arrivé à montrer que le retour sur investissement du passage au réemploi existe et qu'il se sécurise avec la collectivité ou avec le restaurant dans la durée. Est-ce que tu peux passer à l'étape d'après, s'il te plaît? Donc, de manière très schématique, on va travailler avec un restaurant qui produit entre 50, 100, 300 repas à emporter par jour. Ces repas sont conditionnés dans des emballages réemployables qui sont consignés auprès des usagers. La consigne, qui est la même consigne qui existait jusque dans les années 80 en France, on la remet au goût du jour en l'intégrant dans les circuits de caisse et de paiement qui sont utilisés par les usagers. Donc, la consigne est payée en caisse au même moment que le repas. L'usager, que ce soit l'étudiant en grande école ou en université, que ce soit le soignant en hôpital, va profiter de son repas où il veut en termes physiques et ensuite va venir redéposer ses contenants dans un collecteur intelligent qu'on a installé sur le site de restauration. Ce collecteur va reconnaître les contenants grâce à un système de traçabilité qui est soit par étiquette qui résiste au lavage apposée sur le contenant, soit gravé lui-même sur le contenant, et va être remboursé de sa consigne sur les supports habituels qu'il utilise pour le paiement. Et ça, c'est un point qui va être clé dans l'adoption du service, puisque l'utilisateur va pas beaucoup changer ses habitudes entre le système en emballage jetable et le système en emballage réemployable. Donc, une fois que ces contenants sales ont été remis dans les collecteurs, s'enclenche la boucle de lavage qui peut être soit interne, c'est-à-dire que c'est le restaurant collectif sur place qui est déjà équipé pour faire de tunnels de plonge pour sa partie self, par exemple,
qui va venir vider les collecteurs, les remettre, mettre les contenants dans le système de plonge et ensuite reconditionner les plats le lendemain pour que ça reparte pour un tour. Soit certains de nos partenaires, de nos clients ont choisi d'externaliser le lavage pour des raisons diverses et variées, de place, d'équipement ou de coûts qui sont propres à chacun. Les collecteurs qu'on a inventés, c'est notre design, et ils sont faits en France et en bois. On les installe sur les lieux de passage des usagers et ils vont avoir pour fonction d'identifier les contenants avec le QR code qui est marqué dessus, de sécuriser le dépôt. On est sûr que les contenants ont été remis dans la machine et de rendre la consigne sur support numérique, que ce soit le badge cantine qui existe pour des soignants en hôpital ou en entreprise, en administration, ou un bon d'achat ou une carte bancaire. La déconsigne se fait sur plusieurs supports de paiement. Installer ces collecteurs permet d'étendre la plage horaire à laquelle les utilisateurs peuvent rendre les contenants dans le restaurant, puisqu'ils sont automatiques, donc ils sont ouverts 24 heures sur 24. Et quand on est par exemple dans un système hospitalier, on sait que les soignants mangent et travaillent à toute heure. Et ne peuvent pas attendre de rendre les contenants sur les heures d'ouverture des restaurants. Les plus de notre fabrication, c'est que ces collecteurs sont faits en France, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et personnalisables. L'idée de passer, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Marie? L'idée aussi de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire du réemploi, c'est d'avoir créé des briques, des technologies qui permettent que cette consigne financière soit traitée de manière différente selon les cas. On a des sites sur lesquels, à chaque repas, la personne va avancer les 2 € de consigne, les 3 € en fonction des plats, et être remboursé quand il passe pour rendre les contenants sur le collecteur. On a pu développer aussi une brique technologique qui permet qu'il y ait un prêt, en fait, on appelle ça une consigne différée, c'est-à-dire que l'emballage soit prêté à l'utilisateur pour son repas, et qu'il ne soit prélevé du montant de la consigne uniquement si l'utilisateur ne rend pas le contenant sous X jours. Et la dernière brique technologique qu'on a créée pour permettre une consigne sur mesure, c'est ce qu'on a appelé la consigne récompensée, c'est-à-dire que l'utilisateur ne paye pas de consigne lors de l'achat de son repas. Et par contre, s'il le ramène vite, on lui offre un café en plus, ou voilà, des mécanismes un peu, disons, plus d'incitation à ramener le contenant le plus tôt possible pour éviter à nos restaurants de faire des stocks de contenants non propres qui prennent de la place et qui ne soient pas optimisés. On voulait vous partager l'exemple du CHU de Nancy, du CHRU de Nancy, où on a mis en place notre système pour la partie vente à emporter de la restauration des soignants. En 2022, on a été contacté par l'hôpital qui souhaitait supprimer les emballages jetables du self du personnel. Du personnel qui avait développé une vente à emporter qui était de plus en plus appréciée par les soignants depuis le Covid,
notamment, et qui donc, de manière mécanique, puisqu'elle était 100% servie dans des emballages jetables, augmentait le coût des emballages jetables, donc les déconomas et les poubelles qui étaient de plus en plus pleines et à vider plus régulièrement de ces emballages-là dans les étages. Donc, la solution qu'on a mise en place avec eux, c'est de proposer donc, les plats à emporter dans des contenants en verre on en a choisi avec le restaurant 3 tailles en fonction des recettes qu'ils ont l'habitude de faire. Ces emballages sont proposés aux soignants quand ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dans ce qu'ils veulent prendre en portée. Et on a installé dans l'hôpital, dans une zone accessible toute la journée, un collecteur intelligent qui est lié à leur système de badge et de paiement utilisé dans l'hôpital. Donc, le soignant paye sa consigne et est remboursé de sa consigne de manière immédiate sur son badge, ce qui permet une adoption hyper rapide, puisque les soignants sont sécurisés sur le remboursement immédiat de leur consigne grâce au collecteur. Donc, en 18 mois, on a pu économiser plus d'une tonne de déchets. On a 96% de taux de retour des contenants dans les 3 jours post-achat. Et la solution mise en place par le CHRU, qui a obtenu qui n'a pas été subventionnée au départ, a été rentabilisée dans son intégralité en 13 mois. Donc, à la fois l'achat de la vaisselle réutilisable, l'adaptation de l'espace de plonge interne pour gérer ces contenants-là et le système de consigne de NAO. Le deuxième exemple qu'on souhaitait partager, c'est un cas d'école. Donc, on est dans une école supérieure publique qui est l'INSS à Lyon. L'INSS à Lyon est un établissement avec donc avec des étudiants post-bac qui ont beaucoup l'habitude de manger en nomade, donc en prenant à emporter. Et la volonté de l'école et des étudiants, parce que le projet vient des étudiants eux aussi, ça a été d'avancer vers ces zéro déchet d'emballage pour toute cette vente à emporter. Donc, on a installé plusieurs collecteurs intelligents auprès de l'INSA, à plusieurs zones de passage qui étaient un peu stratégiques sur le chemin des étudiants. Et après 5 mois d'utilisation, on a une solution qui est déjà moins chère que le jetable qui était utilisé jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que le jetable qu'utilisait l'INSA avait pris pratiquement 35% d'augmentation depuis 2022. Et là, le réemploi qu'on proposait était moins cher dès le 5e mois d'utilisation. Le troisième cas qu'on souhaitait partager, c'est un cas en administration, de la restauration des agents. De la même façon, pour l'offre de restauration qui est proposée à emporter pour les agents. Donc ici, c'est le cas du ministère de l'Intérieur. Qui souhaitait les drivers étaient des drivers législatifs, enfin l'envie et la nécessité pour le ministère de l'Intérieur de se mettre en conformité avec la loi AGEC par devoir d'exemplarité, et ils souhaitaient une solution ultra sécurisée d'un point de vue informatique
étant donné les enjeux de sécurité des sites que vous imaginez bien. Donc, la solution qu'on a pu mettre en place se base aussi sur une flotte de contenants réemployables en verre, adaptés à tous les sites de repas, à toutes les entrées, plats, desserts et boissons qui sont proposés à emporter. Un système de consigne prépayé aussi, et qui est remboursé quand les agents viennent déposer sur les contenants réemployables dans ces collecteurs. On a ici un taux de retour qui est de 97% dans les 4 jours post-achat. Plus de 7000 contenants distribués à peu près par an. Et des contenants réemployables en verre qui sont sur une année ont déjà atteint plus de 15 réutilisations individuelles. Donc, en moyenne, chaque contenant a été réemployé plus de 15 fois. Et ici, on valide en fait l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qui démontre qu'un emballage réemployable en verre, évidemment, émet plus de carbone en fabrication qu'un emballage, disons, en plastique, mais que c'est vraiment le nombre de réutilisations qui va permettre de baisser l'impact carbone. Donc, on va passer un peu les... Oui. Ouais, Laurence, en tant que maître du temps, je vais te demander si tu peux rapidement accélérer. conclure. Voilà, Ouais, s'il te plaît. C'est notre dernière slide qui démontre en fait que les utilisateurs sont bien plus prêts que ce qu'on croit à passer au réemploi. On se fait souvent des nœuds au cerveau en disant oui, mais dans mon restaurant, les utilisateurs, ils seront pas prêts à payer une consigne, ils seront pas prêts à jouer le jeu d'aller ramener dans un collecteur intelligent. Et en fait, si. Avec un bon accompagnement et une bonne au départ, la solution est adoptée dans les premiers jours, en fait. Alors, Laurence, merci beaucoup déjà pour ton intervention. On a une petite question dans le chat. Est-ce que Now propose une solution de lavage? Nous ne lavons pas. Nous travaillons avec des partenaires, si besoin, qui, eux, sont laveurs, qu'ils soient des acteurs du réseau VRAC de France Consigne ou des acteurs ESAT aussi. Nous avons une quinzaine de partenaires ESAT en France, mais nous ne sommes pas nous-mêmes laveurs. Très bien. Alors, je vous propose qu'on prenne éventuellement une question ou deux, si jamais voilà, il y en a. Et puis sinon, s'il y en a par la suite, Laurence, je te les transmettrai éventuellement. Je pense pas. Ça devait être très clair. Merci beaucoup. Je vous propose donc qu'on passe à la dernière séquence de ce webinaire avec un témoignage de Sophie d'Eternity System. Est-ce que, Sophie, tu préfères que je te laisse la main sur la présentation? Parce qu'en plus, du coup, c'est pas la dernière version. Ouais, bonjour à tous. Vous voyez mon écran? Alors, ça charge un peu, mais ça devrait arriver. Parfait, oui. Oui, du coup, je préfère partager, parce qu'en effet, j'ai fait 2-3 modifs. Bonjour à tous, merci pour les interventions. Je m'appelle Sophie Transo, je suis responsable commerciale chez Eternity System depuis début décembre. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui? En fait, c'est pour vous présenter un peu concrètement à quoi ressemble la solution Eternity System, si tant est que vous ayez besoin d'externaliser le lavage. Donc, ça a été pas mal évoqué. C'est vrai que le lavage, c'est quand même une brique centrale dans la boucle de réemploi. Et j'espère pouvoir répondre à vos questions en présentant du coup ce qu'on offre aujourd'hui comme solution pour les acteurs qui ont besoin d'externaliser.
Rapide présentation d'Eternity, mais après on rentre plus dans votre cas concret qui est le lavage pour la restauration collective, vous inquiétez pas. Eternity, c'est une entreprise industrielle française qui a été créée en 1994, qui est un acteur du lavage, réparation, stockage, transport d'emballages réemployables depuis 30 ans. Notre petit lien avec l'Occitanie, c'est le fait que notre siège social est à Perpignan. Aujourd'hui, on a 17 sites en Europe, US, Canada, et nous lavons en moyenne 750 millions d'emballages par an. Je trouve que pour présenter ce qu'on fait, le mieux, c'est une petite vidéo. Vous inquiétez pas, elle dure 55 secondes. Je vous propose de vous la faire regarder. L'enjeu de l'emballage à usage unique est avant tout écologique. C'est pourquoi Eternity Systems, qui a plus de 30 ans d'existence, souhaite mettre son expertise en transport, lavage et stockage d'emballages réemployables agroalimentaires à grande échelle au profit de toutes les industries. D'une part, pour les supply chains industrielles, que ce soit pour le e-commerce, l'automobile ou l'aéronautique par exemple, mais également pour les emballages grande conso, qu'on appelle emballages primaires, comme les pots, bocaux, gobelets, tupperware ou bacs gastronomes. Nous souhaitons implanter un centre de lavage industriel d'emballage réemployable dans chaque région de chaque pays dans lesquels nous sommes implantés, en Europe et en Amérique du Nord. Au-delà de l'ambition écologique, nous souhaitons également contribuer à notre réindustrialisation, où on sait que l'emballage est un élément clé de toutes les chaînes de valeur industrielles. Aussi, par le réemploi, cela permet de s'affranchir des fluctuations et des ruptures d'approvisionnement. On espère pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. C'est bon, vous avez bien vu? Oui. Très bien. Alors, et là, c'est représentation des 17 sites du coup qu'on a au travers du monde. Alors, Eternity, en fait, il y a encore 3 ans, Eternity consistait uniquement en le lavage de cagettes de fruits et légumes, de caisses viande et de caisses marées pour l'agroalimentaire. Donc, en fait, c'est comme ça que l'entreprise s'est construite et c'est le cœur de notre activité depuis plus de 30 ans. Avec l'arrivée de la loi AGEC et la loi Egalim, que vous connaissez bien, en fait, tout le monde a commencé à parler du sujet du réemploi, et non plus uniquement dans le milieu de l'agroalimentaire. On a donc décidé de répondre, enfin de montrer à tout le monde que finalement c'est possible, parce que nous, on le fait. On a donc décidé en 2021 de sortir de l'ombre et de créer 2 nouvelles branches d'activité. Une qui s'appelle IPS, pour Industrial Packaging Services, où là, on va laver des emballages secondaires et tertiaires pour tous les secteurs d'activité, que ce soit de l'aéronautique, de l'automobile, de l'e-commerce. On lave tout ce qui est des emballages secondaires tertiaires qui ne sont pas pour l'agroalimentaire. Et la branche qui vous concerne, c'est CPS, pour Consumer Packaging Services, où là, en fait, on va laver tout ce qui est contenant primaire en contact direct avec l'alimentaire, dont les fameux bacs gastronomes et autres contenants primaires. Hop. On rentre maintenant dans le cœur du sujet. Notre branche CPS, pour Consumer Packaging Services, où là, qui vous concerne, étant donné que c'est celle-ci qu'on utilise pour pouvoir laver des bacs gastro en restauration collective. Aujourd'hui, en France, on a un site à la date du 18 mars qui est à Lys, en Essonne, en Île-de-France. C'est-à-dire que c'est un site qui est équipé avec un tunnel pour laver des contenants primaires. Nous avons des ouvertures prochaines prévues dans d'autres villes françaises, notamment Lyon S1 2025 et Bordeaux à S2 2024. Pour notre site de Lys, aujourd'hui, on a uniquement un tunnel, mais à partir de cet été, on va avoir un 2e tunnel plus grand, notamment pour laver les gobelets des JO. Aujourd'hui, on lave principalement sur Lys des bacs gastro de cuisine centrale aux alentours et des autres contenants pour l'événementiel notamment. Le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que nous, on est un acteur industriel. On a besoin de connaître les besoins pour pouvoir utiliser notre expertise et nos équipes qui sont prêtes pour ouvrir un site en quelques mois, à partir du moment où on est sûr d'avoir un besoin et des volumes en face. Donc, c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a qu'un site, mais demain, on peut en ouvrir un en Occitanie si vous avez un besoin. Et on attend que ça, finalement. Alors, on en a pas mal parlé. Le bon vieux sujet de l'internalisation et de l'externalisation.
moi, je travaille pour un acteur qui répond aux besoins d'acteurs qui ont besoin d'externaliser. Mais en aucun cas, je ne prône l'externalisation. Cela dépend vraiment de bon nombre de paramètres qui vous sont propres et qui, au regard de l'existant, de vos contraintes, de vos enjeux, de ce qui est important pour vous et de vos priorités. Je me permets là de lister quelques paramètres qui, selon moi, sont à prendre en compte au regard de mon expérience en parlant avec différents acteurs, qu'ils soient publics comme privés. Comme l'évoquait le département de l'Hérault, bien sûr, avez-vous la place disponible en termes de lavage, mais aussi en termes de stockage du sale et du propre, et ce, notamment pendant les vacances scolaires. Que lavez-vous dans votre cuisine centrale aujourd'hui? Est-ce que vous disposez de l'équipement nécessaire pour absorber ces nouveaux volumes? Je pense notamment à l'équipement de séchage, comme il a été évoqué avant. Nous, on a pu voir que c'était parfois un enjeu dans la cuisine centrale de bien sécher les bacs gastro, notamment sur le couvercle où il y a parfois des zones de rétention d'eau. Nous, on a pu régler les paramètres de notre machine pour pallier cet enjeu. Si vous n'avez pas de capacité de production disponible pour absorber ces nouveaux volumes, est-ce que vous préférez investir dans du CAPEX ou de l'OPEX? Aussi, si vous devez vous équiper, vos volumes vont-ils vous permettre d'optimiser l'utilisation de votre équipement et ainsi de l'amortir au plus vite? L'avantage pour nous, c'est qu'en fait, on travaille avec plusieurs gisements et ça nous permet de consolider des volumes et du coup d'assurer l'optimisation de notre équipement pour réduire finalement les coûts. En restant sur le sujet des volumes, est-ce que vous avez des fortes variations en termes de volume à laver? Est-ce que vous pouvez, avec votre équipement, adapter et absorber vos pics d'activité? Enfin, disposez-vous d'opérateurs dédiés au lavage et formés? Ça a été encore une fois évoqué, mais c'est vrai que c'est un autre, c'est un métier. Et dans quelle mesure est-ce une difficulté à laquelle vous faites face au quotidien et ainsi vous préférez vous focaliser sur votre métier premier? Et aussi en externalisant, vous vous affranchissez d'un nouveau centre de coûts à maîtriser, eau, énergie, produits, opérateurs. Et enfin, la grosse question, c'est est-ce qu'il y a un centre de lavage près de chez vous? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas d'intérêt de passer au réemploi si les contenants doivent faire 300 km pour être lavés. Raison pour laquelle je partage ce discours aujourd'hui du faites-nous savoir vos besoins pour qu'on puisse installer un site. Nous, on n'attend que ça, c'est juste qu'on a besoin d'une visibilité sur les volumes pour y aller. Voilà. Aujourd'hui, notre site de liste, on est à 2 shifts par jour. On a encore la possibilité de passer à 3 shifts. Comme je vous ai dit, on a investi dans une machine plus grande. Du coup, on en aura 2 pour augmenter nos capacités de prod. On est en lavage en A pour B. Et enfin, on peut assurer le transport et ou le stockage des bacs à la demande du client, notamment pendant les vacances scolaires. Certains clients nous demandent de conserver les bacs propres pendant les vacances scolaires parce qu'ils n'ont pas de place en cuisine. En termes de contenants, alors nous lavons tous les matériaux. On n'est pas pour ou contre un matériau, donc du verre, du plastique ou de l'inox. On peut laver des contenants primaires, mais également vos emballages secondaires, tertiaires. Parce qu'on a tendance souvent un peu à les oublier, mais eux aussi, il faut les laver. Donc aujourd'hui, on lave des bacs gastronormes, des barquettes individuelles, notamment pour le partage à domicile, vos contenants individuels pour la vente à emporter sur site, comme ce qui est le cas quand on utilise une solution comme Now, par exemple. Et enfin, vos emballages secondaires tertiaires, donc des caisses, des chariots rouleurs, des palettes plastiques. Et il a été évoqué en première partie le chariot. En effet, celui-ci, on peut également le laver. Tout ça dépend du conditionnement que vous voulez utiliser au regard, encore une fois, de votre existant pour minimiser les investissements supplémentaires. En termes de qualité, nous avons une équipe QHSE dans chaque pays et un responsable pour chaque site. Pour garantir la sécurité alimentaire, bien sûr, on fait des examens microbio. Quotidiennement, à chaque shift, on fait des tests ATP qui nous permettent d'avoir, de manière très rapide, de détecter la présence ou non de vie, donc de micro-organismes sur les contenants, et des tests MIBI, où là, c'est un test sous 24 heures qui permet d'évaluer le développement bactérien. Et dans le cas d'un test MIBI, 2 options s'offrent à vous. Soit on met en place un contrôle libératoire, c'est-à-dire qu'on stocke le propre dans l'attente, jusqu'à ce qu'on ait les résultats conformes du test MIBI, ou bien on vous les envoie tout de suite. On peut s'adapter à votre besoin.
Il faut savoir que ces tests, du coup, on les fait à chaque changement d'équipe, mais si on change de client ou de matériaux en cours de shift, on va les refaire. Et en plus de cela, on fait des tests régulièrement et de manière hebdomadaire auprès de laboratoires extérieurs accrédités pour détecter, pour confirmer du coup nos résultats et en plus faire détecter des organismes notamment pathogènes, Escherichia coli, Staphylocoque, Salmonelle, Listeria, pour avoir un contrôle supplémentaire. Et enfin, si vous avez un niveau d'exigence supérieur, nous, on est en partenariat avec des laboratoires. Si vous voulez faire des tests de migration, de coloration, des tests allergènes ou des tests microbiaux plus poussés, on peut les faire pour vous en s'adaptant à votre niveau d'exigence. La particularité d'Eternity System par rapport à nos confrères, c'est qu'on a tout de suite voulu anticiper en fait le niveau d'exigence que nous pressentions du secteur en 2021. C'est-à-dire que notre ambition, c'est d'équiper tous nos tunnels pour laver les contenants primaires, donc de la division CPS, d'une salle propre. Elle répond aux critères d'acceptation de la classe ISO 8. Donc, elle est monitorée en température, surpression, taux d'humidité, qualité de l'air avec filtration particulière. Bien entendu, on a une marche en avant sur tout le site et la certification ISO 9001 est en cours pour notre nouvelle branche IPS-CPS. Pour ce qui est de la branche MT, qui est la branche historique, on est certifié ISO 9001, ISO 45001 et on eût été certifié ISO 22000, mais notre client principal a décidé de ne plus nous le demander. Du coup, on a arrêté d'être certifié, mais les process sont en place. En ce qui concerne les étapes de lavage, donc, on est équipé d'une machine qui fait un pré-lavage, un deuxième pré-lavage, un premier lavage, un deuxième lavage, un rinçage et un séchage avec 3 turbines de soufflage. Au séchage, on monte jusqu'à 80 degrés et pour le lavage, on monte jusqu'à 66. En termes de produits, on utilise des produits de trempage si on a besoin de tremper, du détergent sans chlore et du liquide de rinçage ou déperlant si c'est du plastique. On peut laver en eau adoucie ou osmosée. Et enfin, sur le sujet de l'environnement, encore une fois, on n'a pas attendu les nouvelles réglementations pour analyser et optimiser notre impact sur l'environnement, étant donné, encore une fois, qu'il en va de notre attractivité en termes de coûts. Si on utilise trop d'eau ou d'énergie, on ne peut pas atteindre un coût qui est satisfaisant pour nos clients. Donc, on a toujours été dans cette optique d'utiliser le moins d'eau possible et le moins d'énergie possible. Je peux vous citer 3 exemples de mesures qu'on a mis en place pour pouvoir diminuer cette consommation. Nos tunnels sont équipés d'une solution qui permet de laver en cascade. Peut-être que vous savez tous ce que c'est, mais au cas où j'explique. On utilise de l'eau propre, donc du réseau potable, uniquement pour le rinçage, donc la dernière étape. Et celle-ci va venir se déverser sur toutes les étapes préalables. Donc, mis à part l'eau du rinçage, on est en circuit fermé. En ce qui concerne la consommation en énergie, on a des centrifugeuses, donc pas pour le tunnel CPS parce qu'aujourd'hui on est en soufflage, mais pour toutes les autres activités et les 750 millions d'emballages qu'on lave par an, on est équipé en centrifugeuse, ce qui permet à l'image du panier à salade de faire sécher sans avoir besoin de souffler, donc ce qui est moins consommateur, qui consomme moins en énergie. Et aussi, on a recours à des échangeurs de chaleur. Donc, nous, l'eau qui arrive dans notre machine, elle est froide et on doit la monter en température. Et au contraire, pour le traitement des eaux, on ne peut pas rejeter de l'eau aussi chaude que celle dans l'état dans lequel elle est quand elle sort de notre tunnel. Du coup, on doit la faire refroidir. Donc, on a équipé nos sites d'échangeurs de chaleur qui permet en fait de gagner des calories et d'en faire perdre au moment de la sortie et du retour dans les eaux usées. En parlant d'eau, enfin, dans nos sites les plus récents, on est équipé d'une station d'épuration interne qui en fait permet de récupérer l'eau, de la traiter et de la réserver pour notamment nettoyer les équipements. On ne peut pas réutiliser cette eau pour l'étape du rinçage dont je vous parlais juste avant. Par contre, on la réutilise pour laver les équipements, laver les sols,
ce qui nous permet d'être quasiment en circuit fermé. Et si on n'a pas de station d'épuration, bien entendu, on a un système qui permet de traiter les eaux pour répondre aux réglementations. Voilà, sur le sujet impact environnemental. Pour vous montrer un petit peu comment on pourrait potentiellement travailler ensemble ou avec un de mes confrères, bien entendu, je vous présente ici ce que c'est Sophie, qu'une... par rapport au timing, il te reste, je sais pas combien de temps il te reste. Est-ce que tu peux finir les 2 minutes? Ça serait super. Ouais, bah, je n'ai plus Merci. que cette slide et une autre. Mais ça, je pense que vous êtes un petit peu tous familiers. Nous, on peut assurer la collecte ou le transport en fonction de ce que nous demande le client. On fait le tri, l'inspection et la réparation. En effet, si on voit des contenants qui doivent être mis au rebut, bah, avant de les mettre au rebut, on va les réparer. On lave, on reconditionne en fonction du conditionnement que vous avez choisi. On stocke et on relivre. Et enfin, si vous devez externaliser votre lavage, voici en fait les questions que je vais vous poser pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est quels sont les contenants et les supports de manutention que vous utilisez, donc notamment les fiches techniques pour moi m'assurer que c'est OK de pouvoir les laver. Le conditionnement souhaité, donc est-ce que vous voulez mettre sur palette, sur dolly, sur chariot. Les volumes en forte et faible activité, parce que l'expérience m'a montré que ça peut changer en fonction des vacances scolaires. Vos besoins en termes de stockage, si comme je vous disais, vous avez besoin qu'on stocke vos contenants sales pour vous éviter d'utiliser de l'espace dans vos cuisines. Votre cahier des charges en ce qui concerne le lavage, quels sont vos standards qualité? Est-ce que vous allez nous envoyer des contenants pré-rincés ou uniquement dérochés? Est-ce que vous avez des étiquettes sur vos contenants qu'il va falloir du coup éliminer? Et est-ce que vous voulez du séchage? Dans le cas des bacs gastro, on les sèche. J'ai jamais eu le cas où on n'avait pas besoin de sécher. Et enfin, l'adresse, les horaires et la fréquence de collecte, si vous voulez qu'on assure le transport pour vous. Voilà. Et vous avez mon contact ici. Si jamais vous devez externaliser la plonge et que vous cherchez un acteur pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à me contacter. J'espère avoir été claire. Très clair. Merci beaucoup, Sophie, pour ce retour. On n'a pas de questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un a une question peut-être oralement avant qu'on passe à la dernière partie de clôture de ce webinaire? Alors moi, j'ai une petite question si personne n'en a. Sophie, du coup, sur le site, hein, donc qui est opérationnel à List, si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est le seul qui est en capacité de réaliser tout ce que tu as pu nous préciser. Avec qui vous travaillez? Donc quel acteur? Qu'est-ce que vous traitez? Qu'est-ce que vous, lavez? Et quel volume, quoi? Pour avoir un ordre Ouais. d'idée justement de ce qui est en Alors, place. aujourd'hui, on travaille principalement pour la division CPS avec des acteurs restauration collective privée qui ont des cuisines centrales aux alentours de notre site, notamment Sodexo et Elior. Et on est en discussion avec d'autres acteurs sur d'autres sites notamment, raison pour laquelle on va ouvrir de nouveaux sites dans d'autres villes françaises. On lave des bacs gastro uniquement inox, mais on a des projets qui nous ont fait tester des bacs gastro en plastique, parce que ça existe, et des barquettes notamment de portage. Et on lave beaucoup de gobelets pour l'événementiel et des contenants pour l'événementiel. Donc, ça va être un peu les contenants qui a été montré dans la partie de Nao. En termes de volume, je ne peux pas vous communiquer nos volumes malheureusement. Par contre, on est en 2,8 et on a la possibilité de passer en 3,8. Donc, on a la capacité d'absorber de nouveaux volumes. On va avoir une nouvelle machine plus grande qui va nous permettre d'absorber encore plus de volume à horizon cet été. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sophie ou Laurence? Bien, eh bien, écoutez, je vous propose de conclure assez rapidement pour vous. Alors, Benoît va vous faire un petit retour sur le questionnaire qu'on a fait circuler sur cette seconde année d'animation du réseau VRAC et Réemploi en région Occitanie. Et je terminerai en vous donnant les prochains rendez-vous 2024.
C'est à moi. Allez, Oui. merci à toi Marie. Donc oui, rapidement, vous m'avez fait passer aux membres du réseau, VRAC et Réemploi, en début d'année, un petit questionnaire bilan pour savoir, ce qu'ils avaient apprécié dans la première année et ce qu'ils souhaitaient effectivement voir travailler ensemble, pour cette année, 2024. Notamment était posée la question aussi de la forme, parce que l'an dernier, on avait fait une première rencontre présentielle et derrière on avait décliné en webinaire, hein, nos, heu, nos liens, comme on le fait aujourd'hui. Donc la question était de savoir si ça répondait bien, ces webinaires et autrement s'il y avait d'autres formats qui pouvaient être intéressants et finalement, en ressort que les webinaires sont intéressants, des ou visioconférences peut-être un petit peu plus courtes, certainement plus courtes, sur une thématique très cernée le sera également et on voit ressurgir également quelque chose que l'on voulait nous programmer qui est celle de visite apprenante. Voilà, c'est la barre rose sur le graphe du haut. Donc, du coup, j'en viens à la au graphe suivant, effectivement, où vous avez consulté également zoom, ça c'était, Pardon, la slide bon, c'est excuse-moi. pas grave. Le plus important, c'est cette slide de Marie, donc l'autre, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va rester sur ça. C'est, vous consultez justement sur, les sites de visite qui pourraient être intéressants à aller voir. Donc, il était clairement, donné des exemples comme des stations de lavage, typiquement. Alors, est-ce que c'est, des sites comme Système, c'est un peu loin, des sites comme, Hog Consigne sur Montpellier ou Consigne Up qui sont des unités de lavage, bocaux et bouteilles, des épiceries vrac, hein, qui intéressent plus particulièrement, les acteurs, de la vente en vrac, mais aussi les fournisseurs vrac, des producteurs de produits en vrac, des vignerons, restaurateurs et cuisine centrale justement, également qu'on avait décliné et vous voyez les réponses sont assez variées, assez hétérogènes, mais on voit bien effectivement que l'épicerie serait une bonne idée au même titre qu'une cuisine centrale. Quoi qu'il en soit, on n'a pas encore, acté, justement le programme de la visite. On a prédéfini et Marie va revenir, une date, hein, puisque le souhait est de faire comme la première fois une visite plutôt sur l'ouest de la région. Vous savez qu'on a une grande région, donc plutôt sur l'ouest, plus accessible pour les personnes de l'ouest et une visite plutôt sur l'est, donc enfin les 2 à programmer effectivement et je voulais justement profiter de ce webinaire aussi pour vous consulter à nouveau en plus de la voix du questionnaire, pour savoir si vous aviez des idées complémentaires ou si vous approuviez celles qui était donné ici. Voilà, vous pouvez, dans le chat, pendant que Marie, va prendre la suite, notamment vous donner vos idées complémentaires. Alors là, on a donné des idées génériques, ça peut être des idées de sites même, hein, si vous en avez. J'en ai donné certaines pour le lavage, mais sur le sujet vrac, effectivement, ça peut être intéressant que vous nous donniez directement des sites, qui vous semblent intéressants à visiter collectivement et je te redonne la parole Marie. Tout à fait. Je voulais simplement vous partager les prochains rendez-vous pour cette année. Donc, on aura, comme le dit Benoît, 2 journées de visite, ce qu'on a appelé des Learning Expeditions. On en a une qui se déroulera le 10 juin, donc potentiellement vers Montpellier, à définir plus précisément. On reviendra vers vous. Et puis une seconde, donc à la rentrée le 23 septembre prochain. On aura également un second webinaire thématique le 18 novembre. Et donc sur la même logique, on va prendre en compte vos retours sur le questionnaire pour pouvoir un petit peu affiner à la fois les journées, les sites de visite et puis la thématique qui sera retenue pour le prochain webinaire. En tout cas, avec Benoît, on est voilà, globalement disponible et surtout très à l'écoute de vos retours. Donc n'hésitez pas, que ce soit dès maintenant ou par la suite, si jamais vous avez des idées ou des besoins à nous faire remonter, on est disponible. On vous enverra évidemment la présentation, le contact des intervenants, et puis vous avez nos contacts pour poser vos questions par la suite. Voilà, écoutez, Voilà. Je ne sais pas si nos contacts sont à la fin du diaporama, mais si c'est pas le cas, Oui. on l'ajoutera parce que si, ah bah, c'est super.
Je ne vois pas pourquoi je pose la question. Ça tombe sous le sens, mais c'est bien. Comme ça, vous pourrez à la fois nous poser vos questions et nous adresser, donc suite à la clôture du webinaire, toutes les idées aussi qui vous passent par la tête, encore une fois, sur ces visites de terrain. On est vraiment en attente de bonnes idées de votre part. Donc, n'hésitez pas à nous inonder de bonnes, voire